Monsieur le Président a posé toutes les questions et je vais essayer d'apporter toutes les réponses. Et comme il en a rajouté au fur et à mesure, et Franck Sander aussi, je vais essayer de répondre. Madame la préfète, monsieur le vice-président du conseil départemental, je vous ai retrouvé, le président du Grand Avignon, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président de Légumes de France, cher Jacques, monsieur le président, cher Franck, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici ce matin devant vous. Alors je ne savais pas que c'était... On vous avait manqué 11 ans, et donc je suis très heureux d'être, d'autant plus heureux d'être là. Certains comprendront que je dise que sans doute y a-t-il un atavisme familial qui m'amène devant les légumes de France. Mais je suis très heureux d'être là parce qu'on a un certain nombre de sujets que vous avez évoqués. J'espère que j'apporterai un certain nombre de réponses. Vous avez évoqué le plan d'ailleurs de souveraineté. Je voudrais dire qu'il y a un plan de souveraineté fruits et légumes parce qu'on a pendant des années perdu en souveraineté fruits et légumes. Et c'est pour ça que je tenais à être là devant vous, parce que les filières fruits et légumes et la filière légumes est particulièrement symbolique d'une souveraineté que nous avons perdue pendant des années, subrepticement. C'est d'ailleurs ce que dit assez bien le rapport sénatorial. 20 ou 30 ans d'inattention, de modification, de réglementation, de surréglementation souvent d'ailleurs, qui ont petit à petit dégradé la souveraineté alimentaire française et la souveraineté agricole et la souveraineté des fruits et légumes. Et donc c'est évidemment aussi pour ça que je suis là, parce qu'on a besoin de faire aussi de ces filières le symbole d'une reconquête de souveraineté. Il ne vous aura pas échappé que le nom de ce ministère a changé de dénomination. Alors il ne suffit pas de changer de dénomination, il faut que ça se traduise aussi en actes, c'est plutôt d'ailleurs ça ce que vous attendez, mais c'est aussi la volonté qui a été exprimée par la Première ministre et le Président de la République au travers de cette dénomination. On a besoin de reconquérir en souveraineté, comme d'ailleurs on a besoin de reconquérir d'autres souverainetés, j'en dirai un mot, je pense à la souveraineté énergétique. Je sais, j'ai entendu les difficultés que vous rencontrez en lien d'abord avec la conjoncture, et puis parfois avec des problèmes plus structurels. Et après plus de 2 années marquées par la crise sanitaire et des aléas, reconnaissons-le, qui ont été nombreux et qui ne nous ont pas épargnés, ça a affecté à la fois la production que la consommation. 2 années durant lesquelles, je veux le dire et vous remercier, vous avez tenu bon, même si j'entends le pessimisme, malgré la volonté que vous avez, qui peut régner dans les rangs, et je le comprends tout à fait, évidemment, ce matin devant vous, en congrès à Avignon. Nous avons traversé plusieurs crises. Une crise sanitaire, une crise économique parfois, une crise climatique liée au dérèglement climatique, une crise énergétique doublée de crises géopolitiques. Tout ça a eu évidemment des conséquences sur les filières que vous représentez. Et c'est cette multiplication de crises qui ne lasse pas quand même d'inquiéter, parce qu'évidemment on est dans une période où on a du mal à voir la perspective heureuse que nous pouvons avoir devant nous. Je sais donc de quel point le contexte actuel est difficile, et je voulais vous dire plusieurs mots de plusieurs sujets. Donc, d'abord, les questions énergétiques, qui sont évidemment les questions les plus urgentes, les plus prégnantes, les plus difficiles, en particulier dans les secteurs qui sont les vôtres. D'abord vous dire que nous sommes pleinement mobilisés, d'abord au travers d'un plan de résilience avec des soutiens immédiats qui ont été faits pour ceux qui étaient exposés sur les marchés russes, biélorusses ou ukrainiens, même si c'était plutôt marginal dans votre secteur. Et puis deuxièmement par un certain nombre de plans, et vous l'avez dit, Franck Sander l'a dit, avec un certain nombre de dispositifs qui sont pour moi de 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau européen. Il faut que nous arrivions à avancer au niveau européen pour faire en sorte de, 1, plafonner le prix du gaz, et 2, décorréler le prix de l'électricité pour que justement il ne court pas derrière le prix du gaz. Les éléments que nous avons ce matin ou cette nuit tardivement, ou ce matin tôt du Conseil européen, nous laissent à penser qu'on a réussi dans le cadre européen et dans le cadre européen commun à trouver un point d'équilibre pour mandater la Commission, pour trouver un point de stabilisation des prix du gaz, de plafonnement des prix du gaz, et deuxièmement un mécanisme de décorrélation des prix de l'énergie électrique et de l'énergie gazière. Alors, comme vous l'avez dit, ne soyons pas non plus naïfs sur cette affaire-là. Évidemment, la position, et ce n'est pas faire grief aux Allemands, mais la position allemande n'était pas celle-là, et le plan de 200 milliards qui avait été posé sur la table par les Allemands est un plan qui visait à tirer parti de cette crise pour retrouver de la compétitivité par rapport à leurs autres voisins. Et donc, chacun joue sa partie. Mais la bonne nouvelle, je pense, de la nuit, c'est que quand même on a réussi dans le cadre européen, et donc sans écorner cet équilibre européen qui a été bien utile dans la crise Covid et qui est bien utile dans un certain nombre d'autres registres. J'entendais ce matin à la radio que si nous n'avions pas fait des vaccins en commun au niveau européen, nous aurions fait la bataille entre nous au moment de la crise Covid. Et donc, par allégorie, si vous me permettez cette expression, je pense que si nous n'arrivons pas à résoudre la crise énergétique au niveau européen, nous aurons des distorsions de concurrence qui ruineront le projet européen.
Et on a besoin du projet européen pour ça. Donc les premiers éléments qu'on a de ce matin, de l'accord qui a été trouvé cette nuit à Prague, sont plutôt favorables et vont plutôt dans le sens de ce que vous avez dit. Plafonnement prix du gaz, mécanisme d'ailleurs de compensation qui permettront de financer les plans nationaux, j'y reviendrai. Et puis deuxièmement, décorrélation du prix de l'énergie électrique avec l'énergie gazière, ce qui a un intérêt pour nous parce qu'il ne nous aura pas échappé que nous avons un avantage comparatif qu'on a souvent oublié ou trop oublié, qui est l'avantage du nucléaire. Et donc on a besoin de pouvoir en tirer parti dans la crise que nous traversons. Puis le deuxième sujet, c'est la question des aides nationales. Alors vous disiez d'aller plus loin. Alors on avait un premier dispositif d'aide qui avait été mis en place cet été pour les entreprises dites énergo-intensives. Reconnaissons que pour les secteurs agricoles, qui n'étaient pas adaptés, parfois au cycle, à la saisonnalité, et parfois pas adaptés tout court à la structure des entreprises. On a notifié il y a une quinzaine de jours un nouveau régime d'aide à la Commission européenne, sur lequel on devrait avoir la réponse sous quelques jours, ce qui est, reconnaissons-le, sans dire du mal de la Commission, assez court. Généralement, c'est un peu plus long sur ce type de processus. Donc, dans un cadre très rapproché qui va permettre d'y accéder sur des années de référence qui ne seront plus les mêmes, 2022 et non pas 2021, sur des taux d'intervention. Vous avez parlé d'un taux d'intervention qui n'est pas encore acté. Donc, avant d'aller à 70, il faut qu'on aille à 50. Je fais un peu, ça fait un peu besogneux, mais c'est important de poser les choses. 3, il y avait un élément qui était absolument incompréhensible, en particulier dans vos secteurs, c'était le BE négatif, qui est une drôle de façon de concevoir l'activité économique, de penser qu'avec un EBE négatif, on peut aller très loin. Donc tout ça a été notifié à la Commission européenne. Nous attendons un retour sous quelques jours, mais qui devrait permettre à l'ensemble de vos filières, en particulier la vôtre, la filière légumes, de pouvoir bénéficier de ces dispositifs. Et je le dis souvent, y compris quand je vous rencontre, Monsieur le Président, faites-nous le retour dès que vous aurez les notifications des éléments qui pourraient devoir être ajustés, parce que comme pour toute crise, et comme c'est des crises qui sont quand même très puissantes, on a besoin, nous, en lucidité, de regarder avec vous les éléments d'évolution qu'il faut qu'on mette en place sur ces filières. Mais je pense que ça va répondre à la fois aux inquiétudes légitimes, et ça va répondre aux grandes difficultés dans lesquelles vont se retrouver très rapidement. Vous avez parlé des endives, mais il y a bien d'autres secteurs qui sont concernés, qui pourraient se retrouver en rupture de production. C'est bien comme ça d'ailleurs que nous l'avons défendu auprès de la Commission européenne. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire et de continuité de la chaîne alimentaire si on ne résout pas la question énergétique, qui n'est pas un mur, qui est un Himalaya. La question n'est pas de savoir si on peut passer, la question c'est que ça ne passe pas. Et que donc les mécanismes européens et les mécanismes nationaux doivent vous permettre de passer les choses. Ça m'amène d'ailleurs à un deuxième sujet, pardon d'être un peu long là-dessus, mais c'est un sujet que je sais être important pour vous. C'est le sujet de la rémunération et des prix. Vous avez évoqué des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille effectivement, même si votre filière est atypique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait été traitée un peu à part dans les lois Egalim. Nous avons besoin de travailler à la contractualisation parce que je pense que c'est une voie d'avenir pour essayer de stabiliser vis-à-vis des producteurs et je pense vis-à-vis des transformateurs et de la grande distribution la question de la souveraineté. Mais nous avons besoin, ce que je fais dans la ligne droite de ce que faisait mon prédécesseur, de défendre la souveraineté par les prix. La souveraineté, ce n'est pas qu'une affaire de producteurs. La souveraineté, c'est aussi une affaire de transformateurs et de distributeurs. Et donc, dans le moment qu'on traverse, on ne peut pas avoir des distributeurs qui disent « je manque dans mes rayons de tel et tel produit » et qui ne s'interrogent pas lui-même sur la question de pourquoi il manque tel et tel produit, y compris tel et tel produit français. Et donc, je pense que nous avons une bataille à mener vis-à-vis du prix. On s'est nous-mêmes intoxiqués, pardon de le dire comme ça, avec l'idée que le bon prix, c'était le bas prix. Parce qu'à la vérité, en sortir de la guerre, on avait décidé qu'il fallait produire en quantité et à bas prix. Et la consommation s'est réorientée vers d'autres secteurs. On est à 12% à peu près d'un panier moyen qui est consacré à l'alimentation et à la consommation. Mais si on considère que la consommation alimentaire, que l'alimentation, que la qualité de l'alimentation, que la souveraineté alimentaire c'est une priorité, alors il va falloir y mettre le prix. Et sans honte, il faudra poser la question du prix vis-à-vis des consommateurs. Et je trouve que collectivement, nous avons une œuvre à faire, non pas pour cette crise-là, on ne pourrait pas évidemment répercuter tous les prix, mais la bataille du prix est une bataille importante, y compris vis-à-vis d'enseignes qui portent le nom du fondateur, pour ne pas dire le nom, et qui passent leur temps sur les chaînes d'infos continu en disant « moi je défends le consommateur ». Mais nous défendons le consommateur. Parce que défendre le consommateur, c'est s'assurer qu'il aura les produits dont il veut bénéficier. Et nous défendons par le prix le consommateur. Mais défendre par le bas prix le consommateur, c'est à terme, en fait, une escroquerie intellectuelle. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on mène comme bataille sur le prix. C'est une bataille d'opinion, je le dis. Alors c'est pas une bataille que d'opinion, c'est le travail que nous faisons chaque semaine avec mes collègues du ministère de l'économie
Lescure et Grégoire, pour faire en sorte que la grande distribution se saisisse de ces questions. Et quand vous regardez d'ailleurs la transformation, elle interroge son propre modèle en se disant « si je veux des producteurs, il faut que je les rémunère ». Donc c'est cette bataille-là qu'il faudra mener, y compris au travers de la contractualisation. Juste un mot encore de la question énergétique en vous disant évidemment, trois sujets que je ne veux pas laisser passer. Un, les sujets de délestage et les craintes que vous avez sur les délestages. Les produits, les industries agroalimentaires, l'agriculture sont parmi les catégories, pensez bien que j'y ai veillé, qui sont jugées comme prioritaires. Après, il appartient sous l'autorité des préfets de département et des préfets de région de regarder dans les plans comment tout ça s'emboîte. S'il y avait des difficultés là aussi, faites-nous remonter les difficultés que vous auriez sur des plans de délestage. Alors, on peut espérer que le pire n'est pas certain et que nous n'aurons pas non plus un hiver, pour ceux qui s'en souviennent, type 85 ou 86. Mais il est important qu'on ait des schémas qui nous permettent de prévoir le meilleur comme le pire. Et les questions, pour moi, de l'agriculture et de l'agroalimentaire sont traitées au niveau des préfectures. Et s'il y a des difficultés, faites-en nous part. Mais je crois qu'on voit bien dans la chaîne. Alors après, il y a des sujets parfois très techniques. C'est-à-dire qu'en ne délestant pas sur telle entreprise, en fait, c'est toute une ville ou une moitié de ville qu'on n'arrive pas à délester. Donc il y a des sujets techniques, mais à ce moment-là, il faut les faire remonter. Il n'est pas impossible que parfois il y ait des problèmes particuliers. Mais globalement, je comprends les inquiétudes et en même temps, vous vous doutez bien que la continuité de la chaîne alimentaire qui a été l'obsession au moment de la Covid, elle va être la même obsession sur une crise énergétique comme celle que nous traversons, ce qui n'empêchera pas que nous puissions avoir des difficultés. Mais je vous propose là-dessus d'y travailler ensemble. Deuxième élément, vous dire qu'on a évidemment une œuvre commune à faire, c'est un plan sur lequel vous travaillez sur la décarbonation de nos activités. C'est ce qu'on a fait en partie dans France Relance, c'est ce qu'on veut pousser avec vous dans France 2030 pour faire en sorte que vous soyez moins sensibles à une hausse comme celle que vous croisez et par ailleurs que nous soyons bien dans la trajectoire que nous nous sommes fixés collectivement de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Puis troisième sujet, je ne peux pas ne pas évoquer la question des énergies solaires, de l'agrivoltaïsme. Bon, quelle est la crainte? On va se dire les choses très simplement, c'est qu'un agriculteur reste un agriculteur et qu'un projet agrivoltaïque reste un projet agrivoltaïque. Et donc ce que nous craignons, ce que nous partageons, c'est l'idée qu'il y a des projets alibi. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi je suis de ceux qui pensent, je l'ai dit à la présidente Lambert et je crois que nous partageons ce point de vue, qu'on ne peut pas laisser l'agriculture à côté de ce qu'elle a comme force, la capacité à stocker du carbone et la capacité à produire de l'énergie renouvelable. Et donc simplement, j'étais hier effectivement au Sénat pour défendre une première position du gouvernement avant des textes qui arriveront, mais moi je crois beaucoup à l'agrivoltaïsme, sous les réserves que je viens d'évoquer, qui soient des réserves qui n'aient pas d'opportunisme, pas d'opportunité, mais d'opportunisme, et deuxièmement, qu'on soit bien sous chapeau agricole. Mais dans les domaines que vous connaissez, l'agrivoltaïsme, il a une utilité qui me paraît très importante, et donc il va falloir qu'on y travaille, qu'on essaie de trouver un cadre réglementaire. Et par pitié, au moment où vous disiez, Monsieur le Président, il faut arrêter avec la réglementation, il faut arrêter avec l'administration, on est en train par ailleurs de demander d'en faire plus sur le sujet agrivoltaïque. Donc j'inviterai à ce que nous essayions nous-mêmes de ne pas œuvrer, Français que nous sommes, à une surréglementation qui fait que, comme sur la méthanisation, comme sur des tas de projets, à force d'avoir dit on a plein de craintes, on a tellement de réglementation qu'on ne développe pas les projets. Nous sommes en retard sur la méthanisation. Nous avons plutôt besoin d'alléger la réglementation. Nous sommes en retard sur l'agrivoltaïsme. On a plutôt besoin d'alléger, mais de faire en sorte que ce soit cadré, et pour moi c'est un objet de planification. Voilà les éléments que je voulais dire sur les questions énergétiques. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, je vais essayer d'être plus rapide parce que là vous allez vous lasser, il y a la question de l'eau. Le Varenne de l'eau a posé les bons termes du débat, maintenant il faut qu'on arrive à déployer sur les territoires. Il y a des assises, on en parlait avec Madame la Préfète dans ce département, il y a beaucoup d'endroits où il y a eu de la concertation du travail de fait, parfois du travail qui se remet en place. Je considère désormais qu'il faut qu'on déploie les projets qui ont été mis sur la place publique et des projets qui ont été reconnus dans le Varenne de l'eau comme des projets d'utilité publique. Et des projets qui concourent au Varenne de l'eau. Alors je vais dire les choses. Le Varenne de l'eau, il a dit trois choses. Il a dit système assurantiel, le dispositif est désormais calé. Nous y avons beaucoup travaillé avec les organisations syndicales, avec les moyens, je crois, qui conviennent, avec les moyennes, je crois, qui conviennent, pour faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. C'est vrai que votre secteur, on en parlait avec le président en aparté, était moins en accès. On a deux exigences, nous. Donc je crois que le gouvernement, pour le coup, a fait sa part. On a deux exigences. La première, c'est vis-à-vis des assureurs, qu'ils jouent le jeu et que ça soit bien une logique gagnant-gagnant, que l'argent qui est mis par les assurés futurs ou par l'État assez puissamment dans cette affaire serve bien à réduire les contrats d'assurance et serve bien à faire en sorte
qu'il y ait un plus grand nombre d'agriculteurs qui puissent avoir accès. Et puis deuxièmement, que des secteurs qui étaient un peu à l'écart, parfois parce qu'ils n'avaient pas de produits assurantiels, puissent avoir des produits assurantiels. Et ça, c'est avec vous qu'il faut qu'on travaille à une forme d'attractivité, si je peux dire, du produit assurantiel. Premier élément du Varenne de l'eau. Deuxième élément du Varenne de l'eau, l'adaptation aux changements de pratique. C'est ce que vous avez dit. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que nous avons fait au travers de France Relance, et ce que nous continuons, et je ne saurais que trop vous inviter à vous inscrire aussi dans France 2030. L'objectif, c'est bien l'adaptation des pratiques. Le dérèglement climatique, il pose, ce n'est pas une contrainte posée par le gouvernement, c'est une contrainte posée, ou l'Europe, c'est une contrainte posée par le climat. Et donc je sais qu'en lucidité, vous travaillez pour faire en sorte que nous adaptions nos pratiques, nos équipements, et qu'on puisse vous accompagner pour faire en sorte que vous puissiez passer ce cap, qui est un cap qui va durer très longtemps. Et puis troisième élément, c'est l'accès à l'eau. Et donc on a besoin, j'ai été assez étonné d'avoir moi aussi à rappeler que dans une tomate, si je ne dis pas de bêtises, il y a 95% d'eau, et je pense que si je prenais un concombre, j'en aurais un peu plus, et que la vie, c'est l'eau, et que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Et que caricaturer le débat dans un débat qui serait pour ou contre les bassines, ou pour ou contre le maïs, c'est ne pas poser la question centrale de la nécessité d'accès à l'eau pour l'agriculture. Nous sommes dans une région, vous le savez, qui y a très longtemps à penser les ouvrages, y compris des ouvrages assez massifs, parce que c'est une région qui, elle, connaît depuis très longtemps de l'arythmie pluviométrique. Mais à la vérité, ce que nous connaissons dans le Vaucluse, nous allons connaître sur l'ensemble du territoire français. Alors il y a trois choses simples à dire. Un, pas d'eau sans agriculture, pas d'agriculture sans eau, pardon. Deuxième élément, la question n'est pas la quantité d'eau qui tombe, c'est l'arythmie, et donc il faut, ce que vous avez dit, récupérer l'eau en trop que nous aurons dans un certain nombre de périodes, parce que la quantité d'eau qui va tomber va être la même. Donc c'est pas un débat de quantité. Et donc il faut qu'on puisse avoir des ouvrages qui répondent aux enjeux d'irrigation, qui répondent parfois aux enjeux de l'inondation, parce que l'arythmie, ça produit dans les deux sens, qui répondent aux enjeux, y compris dans des régions comme celle-là, mais même dans des régions comme les miennes, moi je suis du centre Val-de-Loire, aux questions d'incendie, aux questions d'alimentation en eau potable et aux questions d'étiage. Et donc c'est bien dans ce cadre-là qu'il va falloir qu'on porte la réflexion. Et je vais vous le dire, il y a de la concertation, mais à un moment il faut que les projets se déploient, parce que moi je vois beaucoup d'endroits où les agriculteurs ont porté des projets de bonne foi de concertation, d'ailleurs avec les services de l'État, et à la fin ça finit toujours par un recours au tribunal. Alors très bien, mais moi je pense qu'il faut qu'on avance. On ne peut pas écouter simplement des gens qui minoritairement portent un message qui est à la fin, il ne faut pas d'eau pour l'agriculture, parce que ça ne marche pas, c'est juste, c'est factuel. Et je le dirai en conclusion, je vois à peu près, désormais que je suis là depuis 4 mois ou 5 mois, tous les freins, toutes les embûches et tous ceux qui vous disent « Ah oui, non, mais il faut faire une étude complémentaire, on a un problème, on a découvert ceci ». À un moment, il faut déployer. Nous sommes dans un système où les activités humaines sont présentes, les activités agricoles sont nécessaires pour la souveraineté, il faut que les projets se déploient. Alors on le fait dans les règles de l'art, dans les règles de l'art y compris environnemental, mais c'est l'intérêt de tout le monde, y compris sur les sujets environnementaux et de biodiversité, que de poser la question de l'eau, non pas dans un espèce, je vais vous dire contre quoi il faut qu'on lutte, c'est contre un espèce d'esprit de retour à l'état de nature. Comme si nous devions redevenir des hommes et des femmes préhistoriques. Je crois que l'œuvre, oui, on a fait des dégâts parfois collectivement, c'est notre responsabilité collective sur l'environnement, mais l'idée bizarre de dire il faut revenir à l'état de nature, c'est-à-dire plus d'action de l'homme sur le milieu, mais si l'homme a parfois, pour des tas de motifs, dégradé le milieu, c'est nous qui pouvons essayer de restaurer les choses. Mais cette idée de dire il faut laisser faire, ce qu'on entend aussi sur la forêt d'ailleurs, c'est une drôle de conception pour moi de ce qu'est la place quand même de l'homme dans son milieu, pas à l'extérieur, dans son milieu. Et donc c'est ce combat-là, me semble-t-il, qu'il faut que nous portions, y compris sur ces affaires comme celle de l'eau. Je n'ai pas dit que c'était un combat facile à gagner, mais comme vous l'entendez, je suis assez déterminé à avancer sur ces questions. Vous dire enfin, parce que je sens que j'ai été vraiment long, d'abord me féliciter, vous l'avez dit, Monsieur le Président, du travail que nous menons et que nous avons lancé au travers du processus d'élaboration d'un plan de souveraineté fruits et légumes. J'ai voulu qu'on puisse l'accélérer parce que je pense que c'est un élément symbolique d'une souveraineté perdue et d'une souveraineté à reconquérir. Vous l'avez dit, 50% des fruits et légumes consommés en France viennent de l'extérieur de la France, quand moi j'ai connu une période où c'était plutôt l'inverse qui se produisait, donc c'est un élément important. Et donc nous avons besoin à la fois de partager les constats, le diagnostic, ça a été fait d'ailleurs lors de la première réunion,